Bonjour à tous, on se retrouve pour le chapitre 2, démocratie fragilisée et expérience totalitaire dans l'Europe de l'entre-deux-guerres, entre 1919 et 1939. La problématique. Pourquoi et comment les démocraties sont-elles affaiblies alors que des régimes totalitaires s'établissent en Russie et en Allemagne? Quelques éléments de contexte que nous avions identifiés en classe. Traité de Versailles. Rappelez-vous, l'Allemagne est jugée responsable de la guerre et doit payer des lourdes réparations. Il y a la création de la SDN avec le traité de Versailles. Elle entre en vigueur en 1920, c'est la Société des Nations, avec pour objectif notamment de maintenir la paix dans le monde, même si assez rapidement, dans le chapitre, elle va être mise à mal et ne va pas réussir à fonctionner et à maintenir la paix, comme nous allons le voir pendant le chapitre. Un événement aussi, 1929, c'est la crise économique qui touche d'abord les États-Unis, ce qu'on va appeler la Grande Dépression, et elle va se diffuser en Europe, où on va avoir une hausse du chômage, voire une explosion du chômage, comme en Allemagne avec 6 millions de chômeurs au plus fort. Tout d'abord, nous avions vu dans l'étape 1 le régime totalitaire de Staline avec l'URSS. Avant toute chose, je veux que vous vous rappeliez ce qu'est un régime totalitaire. Il s'agit d'un régime politique dans lequel l'État impose une idéologie officielle, utilise la violence et veut tout contrôler dans la société, la population, l'économie, l'information, la culture, c'est ce que nous reverrons, et c'est ce que nous reverrons en classe. En 1922, petit élément, la Russie devient l'URSS, l'Union des républiques socialistes et soviétiques, et en 1924, nous voyons l'arrivée au pouvoir de Staline, souvent représenté en tenue militaire, à ne pas confondre avec Lénine, s'il vous plaît. Une idéologie va être mise en place, le fameux communisme. C'est cette idéologie qui va être imposée et mise en avant en URSS. Elle veut la création d'une société parfaitement égalitaire, sans différence de richesse et surtout sans propriété privée. Il va pour cela utiliser ce qu'on appelle la collectivisation. L'État va devenir propriétaire des terres. L'agriculture notamment, c'est-à-dire qu'on va avoir la mise en place de fermes coopératives et on va avoir l'usage d'une violence, c'est-à-dire que les paysans aisés qu'on avait appelés les koulaks sont notamment mis de côté, exclus, voire tués s'ils refusent cette collectivisation. Donc là, on a l'usage de la violence et l'État devient propriétaire de toutes ces terres et fait de grandes fermes où les récoltes vont être redistribuées dans la société. On a un culte de la personnalité. L'idée, c'est encadrer et mettre Staline comme un guide, comme un personnage supérieur. Je vous rappelle, culte de la personnalité, nous l'avons identifié, ensemble de pratiques utilisées pour convaincre un peuple qu'une personne est supérieure et infaillible. Staline est glorifié, on l'avait identifié, mis comme un guide, meilleur ami des enfants, il doit guider son peuple vers le progrès. Ce culte de la personnalité prend plein de formes, ça peut être des affiches, la presse, là, avec des enfants qui brandissent le drapeau de l'URSS et qui glorifient Staline. Ça peut être par des discours également, mais on a clairement un culte de la personnalité, nous en reparlons. Et une propagande, c'est-à-dire que toutes les pratiques, la presse, les affiches, visent à encadrer la société pour convaincre justement que l'idéologie, là en l'occurrence le communisme, est un bienfait pour l'URSS. C'est bien un but de convaincre le communisme et le bien-être de Staline. Pour cela, on a l'utilisation de la violence. On a une répression sur les opposants au régime. Rappelez-vous, ceux qui sont contre le communisme sont des ennemis du communisme, donc ils vont être traqués. Pour cela, on a l'utilisation d'une police politique, ce qu'on appelle le NKVD, qui va justement se charger d'attraper et de réprimer les opposants. Pour cela, ils sont envoyés au goulag, qui sont ni plus ni moins que des camps de travail, où on va enfermer les opposants et les faire travailler, jusqu'à potentiellement la mort dans certains cas. Un régime totalitaire, donc on reprend l'idéologie qui a imposé, c'est le communisme, l'utilisation de la violence avec le goulag et la police politique, et on a un contrôle sur la société avec un culte de la personnalité et une propagande. Pour cela, nous avions travaillé sur l'ouvrier et la colcosienne, donc rappelez-vous, possibilité de l'apprendre pour l'oral de brevet, plutôt intéressant, avec les symboles de l'URSS, le marteau et la faucille, un ouvrier et une colcosienne qui vont être mises en avant. Je vous rappelle qu'on avait dit que c'était quand même une très grosse statue, et qui va être mise pour l'exposition universelle de 1937, qui va faire face justement au pavillon nazi. Deuxième partie, les nazis des élections à la dictature. Adolf Hitler. Donc, il intègre le parti nazi, il va rédiger notamment, rappelez-vous, Mein Kampf en prison. Et en 1929, on a une situation particulière avec plus de 6 millions de chômeurs suite à la crise de 1929. Selon Adolf Hitler, les difficultés de l'Allemagne, nous les avions identifiées. Elles sont dues à plusieurs choses. La crise économique, mais l'Allemagne a été poignardée dans le dos par une population que nous identifierons plus tard. Et il parle de diktat, c'est-à-dire le traité de Versailles qui est en train d'épuiser l'Allemagne. Le programme politique.
Donc, affiche que nous avions identifiée en classe et que vous retrouvez dans votre manuel. Le NSDAP, c'est un parti politique qui adopte l'idéologie nazie. Ils arrivent au pouvoir en 1933, Hitler est devenu chancelier, et on a progressivement un basculement vers le régime totalitaire. Très rapidement, nous retrouverons l'idée d'encadrer la société, suppression des libertés dès 1933 suite à l'incendie du Reichstag, qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale. Pour sauvegarder, selon ces dires, l'Allemagne, il faut supprimer les libertés. C'est ce qui va être fait. On va avoir un culte de la personnalité, photographique que vous retrouvez également de votre manuel, avec tous les regards qui sont tournés vers celui qui s'est appelé le Führer, la croix gammée, symbole aussi du nazisme. Et enfin, nous avions parlé des jeunesses hitlériennes. Donc rappelez-vous, ce sont un encadrement de la jeunesse qui se fait très tôt, où on va faire chanter les jeunes, on va leur inculquer toute cette idéologie nazie. Un basculement toujours. Donc, régime antisémite. C'est un régime où il y a la haine du juif, avec notamment une opposition l'arien, qui est la race dite supérieure, tandis que les juifs sont vus comme inférieurs. Ça va mener notamment, et là aussi c'est une des dates, en plus de 1933, 1935, sur les lois de Nuremberg. Les juifs sont progressivement exclus de la société et ont des interdictions. Et cette idéologie va être donnée dès le plus jeune âge, notamment avec les fameuses jeunesses hitlériennes. L'utilisation de la violence. Les opposants au régime vont être tout simplement envoyés dans des camps de concentration qui sont là aussi des camps de travail. Et toujours cette violence qui se fait contre les opposants. Le contre-exemple de ces deux régimes totalitaires. Le cas français en 1936. On a un climat tendu, des manifestations de ligues qui sont hostiles justement à la République, ce que nous avions vu en classe. Et donc en réponse, on va avoir des manifestations des partis de gauche qui, eux, veulent sauvegarder la République. Ce qui va mener en 1936 à l'alliance des partis de gauche, qu'on appelait le Front populaire, élection et victoire du Front populaire, et ce qui va donner lieu à des grèves massives partout en France. Et toujours en 1936, Léon Blum devient chef du gouvernement, ce monsieur. Donc, on va avoir les fameuses lois sociales du Front populaire, avec notamment la semaine de 40 heures, les premiers congés payés et les conventions collectives. Donc, ce chapitre s'arrête maintenant à 1939, et nous verrons la suite avec notamment la Seconde Guerre mondiale. Merci de votre écoute.